Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du grain à moudre d'été, une émission préparée par Charlie Dupiot, Catherine Donnet, Virginie Leduo et Marie Vidal, réalisée par Anne Pérez, accompagnée ce soir à la prise de son d'Élise Le. L'extinction de l'espèce humaine nous attend dans une petite centaine d'années. Quand les pays du G7 se sont accordés à réduire à zéro les émissions de carbone ces 85 prochaines années, tous les scientifiques ont été unanimes, c'est trop tard. Ces déclarations d'un optimisme à toute épreuve sont signées d'un microbiologiste australien, Frank Fenner, propos rapportés dans un article de l'agence de presse Reuters au titre tout aussi rassurant « Un enfant qui naît maintenant pourrait bien assister à la fin de l'humanité ». Est-ce parce que nous sommes confrontés régulièrement à ces avertissements, à ces perspectives de plus en plus alarmistes sur l'état de notre propre planète que nous aimons à nous imaginer dans une maison à quelques années-lumière de chez nous et peut-être encore plus ce soir lors de cette 25e nuit des étoiles. Surtout quand on pense aux récentes découvertes annoncées de la NASA, l'agence spatiale américaine qui aurait donc découvert en avril dernier 2 planètes à 1200 années-lumière de nous, semblables à notre Terre, Kepler 62 et Kepler 69. Mais n'allons pas trop vite, c'est Robert Bigelow qui vous le dit, l'entrepreneur américain qui compte ouvrir son premier hôtel et ses stations de taxi dans l'espace en 2017, dit-il. 2017, c'est demain, 2023, c'est après-demain, et c'est aussi le moment où le projet Mars One enverra des candidats sur Mars pour y rester et tenter d'y vivre. Projet de vie, d'entreprise, dans un espace encore obscur et dont on connaît mal la composition et la forme de vie qui l'habite. Alors peut-on refaire sa vie, du moins l'envisager sérieusement sur une autre planète ? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marc-Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes astrophysicien, directeur adjoint de l'Institut d'astrophysique spatiale, membre de l'équipe scientifique de la mission CORO, dont on aura l'occasion de revenir en détail sur cette mission au cours de l'émission. En face de vous, Pierre Brulet, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes architecte au sein du cabinet DPO. Vous avez mené des travaux avec l'association Planète Mars. Vous avez mené des recherches aussi sur des formes d'habitat à développer dans la conquête spatiale pour Mars et pour la Lune en particulier. Et notre troisième invité se trouve avec nous au bout du fil. Il s'agit d'André Braic. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes astronome et astrophysicien. C'est notamment à vous que l'on doit la découverte des anneaux de Neptune il y a 31 ans exactement. Et vous êtes également professeur à l'université Paris Diderot et au commissariat à l'énergie atomique à Orsay. Ce titre, comme vous avez pu vous en douter, c'est pas tout à fait sérieux. Il ne s'agit pas de voir si demain, l'année prochaine ou même dans 10 ans, nous pourrons aller nous installer sur une autre planète, mais il s'agit surtout de faire un point scientifique sur les dernières recherches de traces de vie ailleurs que sur la Terre et des projets qui se dessinent pour les explorer, les exploiter. Et même si nous le verrons aussi au cours de l'émission, des projets de colonisation, de visite, de services sont très sérieusement à l'étude. Alors, un premier point, j'aimerais qu'on définisse un petit peu l'objet de vos recherches. On se pose beaucoup de questions sur les traces de vie observables sur Mars, mais depuis 20 ans, les recherches de traces de vie se concentrent aussi sur les exoplanètes, ces planètes qui se trouvent hors de notre système solaire. Aujourd'hui, on en connaît plus de 3000, notamment par le télescope spatial CORO. Et il y a 2 ans, c'est un observatoire sud-africain qui découvrait la 1000e, WASP-99b, c'est son nom, qualifiée de 1000e planète possiblement habitable. Alors, est-ce que cette habitabilité d'une planète, d'une exoplanète, fait partie des postulats de départ des scientifiques, Marc-Olivier ? Bon, faut être très très prudent dans ce qui est annoncé. Pour l'instant, on est vraiment dans la première phase de la recherche qui consiste déjà à chercher les planètes elles-mêmes. Et il faut savoir que pour 97% des planètes ou 98% des planètes actuellement identifiées, on n'a strictement rien d'autre information que éventuellement la masse et le diamètre. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas. On ne les observe pas de la même manière qu'une mission spatiale sur Mars ou Jupiter ramènerait des clichés fabuleux de la surface et de tout ce qui se passe. Là, pour nous, ça reste au mieux un petit point lumineux et dans la majorité des cas, c'est un signal sur le signal de l'étoile elle-même. Que donc, vous observez à l'aide de CORO, justement. Qu'on observe avec un certain nombre d'instruments, de télescopes, de missions spatiales, dont CORO a été l'un des précurseurs. Et donc la seule information qu'on peut avoir, c'est vraiment la taille et la masse éventuellement. Et pour l'instant, on ne sait rien d'autre, sauf pour quelques planètes pour lesquelles on a quelques petites idées d'une éventuelle atmosphère, mais sinon c'est tout.
Donc savoir si telle ou telle planète est habitable, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Il faudrait déjà commencer par savoir de quoi est faite cette planète, si elle est solide, si elle a une atmosphère, éventuellement de quoi cette atmosphère est composée, quel est le climat et comment cette planète a évolué. Justement, cette notion d'habitabilité, c'est un terme qu'on retrouve souvent dans la presse scientifique et on se demande si c'est pas un abus de langage. Alors vous allez peut-être nous éclairer. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est vraiment, ça désigne le fait de pouvoir habiter prochainement dans une autre planète? Est-ce que ça désigne pas plus les conditions de vie, par exemple des indices qui pourraient nous permettre de trouver de l'eau ou des éléments relatifs à la vie? Alors en fait, on a une définition qui est assez simple d'une planète habitable. C'est presque un abus de langage. En fait, l'hypothèse de base, c'est que la vie est basée sur la chimie du carbone dans l'eau. Donc une planète sera qualifiée d'habitable quand elle est capable de maintenir à sa surface pendant un temps suffisamment long qui permet à une vie de se développer, de l'eau à l'état liquide. Donc finalement, tout ce qui va découler de cette notion d'habitabilité, c'est de se poser la question, est-ce que de l'eau liquide peut persister à la surface de cette planète ? Donc on définit ainsi ce qu'on appelle une zone d'habitabilité, c'est-à-dire la distance à laquelle la planète doit se situer par rapport à son étoile pour qu'elle reçoive suffisamment de chaleur pour pouvoir maintenir de l'eau liquide et ne pas l'évaporer ou au contraire ne pas la geler pour faire une planète glacée. Voilà. Donc c'est vraiment une notion extrêmement simple à comprendre, mais comme toutes les notions simples à comprendre, elle est complètement fausse d'un point de vue physique parce que ça ne veut absolument pas dire déjà qu'il y a de l'eau liquide à la surface de ces planètes qui sont dans la zone dite d'habitabilité, et encore moins qu'on puisse vraiment y vivre, parce qu'il ne suffit pas que d'eau liquide pour vivre à la surface d'une planète. André Braic, vous devez être en train d'écouter religieusement votre ancien élève, Marc Olivier. J'ai appris que du coup vous avez été son professeur avant d'entrer en studio. Vous, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous voulez trouver quand vous entamez vos recherches sur d'autres planètes, sur les planètes? Alors, vous savez, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de rechercher s'il y a pu y avoir de la vie ailleurs que sur Terre. Alors on a commencé à regarder du côté de Mars. Pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. Mais il y a un endroit qu'il faut signaler que nous devons trouver récemment. La sonde Cassini, qui en ce moment tourne autour de Saturne, eh bien, a trouvé un certain nombre de satellites de Saturne sur lesquels il y a des océans liquides en souterrain. Il y a des espèces de mers souterraines, d'océans souterraines. Et en regardant de plus près, parce qu'il y a des geysers au-dessus, on constate qu'il y a de l'eau liquide, du carbone et de l'énergie. Or, si vous me demandez quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour que la vie existe quelque part, eh bien, je vous répondrai, il faut de l'eau liquide, il faut du carbone et de l'énergie. Une vie semblable à ce qui se passe sur Terre, bien entendu. Alors, les missions futures, 2020, 2030, etc., vont retourner là-bas et essayer de voir si ces endroits abriteraient, non pas des dauphins ou des baleines, mais ne serait-ce que des microbes ou des bactéries, oui, c'est ça. Ouais. Extrêmement simples. Autrement dit, un endroit tout à fait inattendu dans le système solaire externe, où les conditions sont telles qu'on n'avait jamais imaginé qu'il puisse y avoir la moindre vie, peut-être que la vie est en train de se développer là-bas et existe sous une forme peut-être très différente de ce qui existe sur Terre, mais qui a quelque chose, on va aller voir. Maintenant, quant aux planètes, autour des autres étoiles, Marc-Olivier a raison de vous signaler, pour l'instant, nous n'avons aucun détail sur la physique de ces planètes. C'est pas parce que l'objet a la même masse que la Terre, la même taille que la Terre, la même densité que la Terre, que forcément des habitants. Regardez Vénus, c'est à peu près la même taille, même masse que la Terre, c'est un peu plus près du Soleil, mais ça devrait être à peine plus chaud, et c'est un enfer. C'est pas question d'y vivre. Donc ça, nous le saurons un peu plus tard. Mais nous comprenons quelque chose de fondamental, c'est qu'actuellement, nous commençons à soupçonner qu'il y aurait, ailleurs que sur Terre, de la vie. Or, rappelez-vous, les hommes qui ont un nombril démesuré ont toujours imaginé qu'ils étaient au centre de l'univers, qu'ils étaient les seuls. Et regardez la révolution profonde que va produire le fait qu'on trouve de la vie ailleurs. Les métaphysiciens, les philosophes, les sociologues, tout ça va être bouleversé complètement. Et l'exploration que nous avons commencé sur Terre, on a un jour commencé à découvrir l'Amérique, l'Océanie, etc. Ça a changé notre histoire. Eh bien, nous sommes en train de nous répandre à l'extérieur, nous sommes en train de changer notre histoire, et c'est la science qui fait ça. Alors maintenant, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Tout ça sera pas fait dans les 5 ou 10 ans. C'est les générations futures. Il n'est pas question pour l'instant d'aller s'établir sur une autre planète, ne serait-ce que le voyage lui-même, qui est extrêmement compliqué, avec rayonnement cosmique, etc. Raisonnons en millénaires, ne raisonnons pas en quelques dizaines d'années. Mais simplement, on est en train de voir que notre histoire est en train de changer, et tout le monde dira, fin du XXe siècle, début du XXIe, c'est le moment où on trouve qu'il y a plus de planètes dans l'espace qu'il n'y a d'étoiles, c'est le moment où on trouve qu'il y a peut-être des formes de vie à l'extérieur, c'est le moment où tout ça bascule. Et vous savez, dans le combat éternel entre la science et l'obscurantisme, j'ose espérer qu'un jour la science vaincra. Pierre Brulé, cette notion d'habitabilité, ça se traduit comment pour l'architecte que vous êtes et qui travaillait sur ces projets, notamment d'habitats spatiaux ?
Alors, au cours de mes travaux avec Olivier Walter, parce qu'on est en binôme sur ces recherches-là. Vous êtes en binôme avec Olivier Walter. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille dessus. J'ai fait mon mémoire de fin d'études en architecture, c'était une base sur Mars. En fait, le problème d'habitabilité n'est pour moi pas un problème. On sait construire dans des milieux extrêmes. On sait faire... On s'est allé dans des endroits très profonds sous l'océan. Le vrai problème pour moi, c'est pas tant en fait la distance, même si c'est un problème, c'est le temps pour aller sur ces planètes. Aujourd'hui, si dans la meilleure configuration pour aller sur Mars, il faudrait entre 6 et 8 mois, c'est pour moi c'est le problème du temps pour y aller. Si demain si on arrivait à mettre 3 mois ou quelques semaines, le problème ne serait plus là. Donc c'est plus un problème de temps pour y aller que d'habitabilité, d'un milieu extrêmement hostile, qui est Mars par exemple, parce qu'on n'a pas d'atmosphère ou une atmosphère très ténue. On a des tempêtes solaires, on peut avoir des projections de micrométéorites. On sait faire la parade et on sait construire. Il y a pas de souci. On a les technologies pour ça. C'est vraiment le temps pour y aller qui pose problème. Alors justement, avant de s'attarder sur cette question de comment on pourrait éventuellement y aller, et parce qu'il y a des entrepreneurs, notamment des entrepreneurs américains, on va l'évoquer, qui s'interrogent sérieusement sur cette question et qui sont en train de monter des entreprises un peu folles pour pouvoir démocratiser l'accès à l'espace. On va entendre votre avis là-dessus, mais j'aimerais déjà qu'on s'arrête sur le nom des exoplanètes qui ont été trouvées récemment. En octobre dernier, Le Parisien publiait un dossier intitulé 10 choses à savoir avant de partir dans l'espace. Ça vous fait sourire, Marc-Olivier, et a établi un classement du top 5 des planètes habitables. Et parmi ces planètes, il y a, alors je vais peut-être mal prononcer, Gliese 581G, 667C, Kepler 22b et plein d'autres planètes avec plus de chiffres que de lettres. Et je voudrais pas effrayer plus que ça nos auditeurs. Alors déjà, est-ce qu'on les déclare pas habitables un peu trop vite? Et d'autre part, comment est-ce qu'on choisit ces noms-là? Alors en fait, les noms, c'est le nom de l'étoile haute autour de laquelle on a trouvé la planète en général. Alors en fonction du catalogue qu'on utilise, eh bien on prendra le numéro correspondant au numéro de l'étoile dans le catalogue et le nom du catalogue associé. Les premières planètes qui ont été détectées, on a pris le catalogue des étoiles tel qu'établi par un astronome américain qui s'appelle Henry Draper, donc elles s'appelaient toutes HD quelque chose. HD le numéro. Ensuite, quand il y a eu différents projets, chaque projet établissait son catalogue d'entrée. Corot a eu un catalogue d'entrée, Kepler a son catalogue d'entrée, avec les numéros des étoiles répartis comme il le faut. Et donc, quand on trouve une planète, on donne en général le nom de l'étoile autour de laquelle on trouve la planète, et puis le petit b qui indique que c'est un compagnon de cette étoile. Alors, voilà. Ces noms qu'on prononce et qu'on retient difficilement vont bientôt changer. En ce moment, plusieurs astrophysiciens sont réunis à Honolulu, vous le savez peut-être, où il est 6h du matin en ce moment. Et c'est au cours d'une 29e assemblée de l'Union des astrophysiciens, de l'Union internationale des astrophysiciens, qui a commencé lundi dernier, qui vont renommer 305 exoplanètes. Ils vont demander à des associations d'amateurs d'astrophysique de les renommer. Charlie Dupiot a joint l'astrophysicien Louis Le Sergent d'Andecourt, directeur de recherche au CNRS et à l'IAS, qui se trouve à Honolulu en ce moment. Je vous propose de l'écouter. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a une grande divergence sur les noms des planètes, parce que d'abord sur les planètes qu'on connaît dans le système solaire, on a donné essentiellement des noms de dieux romains ou grecs, ou enfin essentiellement romains, mais ça passe plus dans un monde mondialisé. Les gens ne veulent plus appeler les planètes Jupiter, ou ça les intéresse plus. C'est plus le problème. À l'heure actuelle, par exemple, quand vous trouvez des astéroïdes, vous leur donnez des noms d'astronomes qui ont effectivement travaillé à la découverte de nouvelles comètes. Et donc ça, c'est relativement légitime. Mais au bout d'un moment, quand on va arriver à des dizaines de milliers de planètes, on va pas s'amuser à donner des noms courants, ou on va pas non plus commercialiser les noms, je pense pas du moins. Donc je crois qu'on va rester sur une numérotation alphanumérique, qui est peut-être pas extrêmement poétique, mais qui au moins reflète un petit peu la réalité. Et la réalité, en fait, c'est qu'il y a des milliers
des millions et des milliards de planètes dans la galaxie, quoi. Donc les nommer toutes, ça me paraît difficile. C'était l'astrophysicien Louis Le Sergent d'Andecourt qui se trouve donc à Honolulu en ce moment où vont être renommées 305 exoplanètes. La règle, c'est que ça ne doit pas dépasser 16 caractères et que ça doit être prononçable en plusieurs langues. Un autre de vos confrères interrogé dans la presse, Alain Le Cavalier des Étangs, disait qu'il était plus difficile de communiquer sur vos découvertes, sur ces exoplanètes sur lesquelles vous travaillez avec des noms compliqués. André Brahy, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, c'est toujours une grande discussion. Ça, il y a même des gens qui sont de purs escrocs qui essaient de donner des noms aux étoiles et de les vendre. Exactement. Aux États-Unis, exactement. La NASA le fait. C'est comme des gens qui vendent des terrains sur la Lune. Hein. Vous pouvez les acheter très cher, mais pour y aller, c'est un peu plus compliqué. Donc, cette tâche revient à l'Union astronomique internationale, qui justement a son assemblée générale en ce moment à Hawaï. Et il y a un comité de nomenclature pour cela. J'en ai même fait partie pendant une 30aine d'années. Et là, nous réunissons pour donner des noms qui soient acceptés par tout le monde et pas uniquement par les Américains ou par je ne sais quelle entreprise commerciale. Alors la règle du jeu qu'on a prise, c'est qu'on rend des hommages à l'ensemble des mythologies de la Terre, qu'elles soient japonaises, chinoises, romaines, grecques, nordiques, africaines, etc. Et qu'il était hors de question de donner des noms d'hommes politiques, de donner des noms de généraux ou de donner des noms de dieux actuels. En gros, Isis, Osiris, ça va, les autres, on attend qu'on en parle un peu moins. Alors, c'est à eux de le faire et non pas à demander au public, etc. Toute suggestion peut être la bienvenue. Et comme l'a dit avec justesse Louis Sergent d'Andecourt, il n'est pas question de tout nommer, sinon c'est pas possible. Simplement, on nommera les objets qui deviennent familiers. Si une planète est devenue une candidate extrêmement sérieuse à quelque chose qui ressemblerait à la Terre, si on se met à lancer plein de satellites, à observer ceci, on en parlera beaucoup, et là, on se mettra tous d'accord, et tous les pays du monde, j'insiste, et non pas un seul, seront d'accord pour donner un nom, de la même manière que quand vous allez à Marseille, ça s'appelle Marseille, vous ne donnez pas 50 noms à cette ville, sinon vous ne pourriez jamais prendre un billet de chemin de fer ou d'avion. Donc là, il y a une règle qui est l'ensemble des unions scientifiques, il y a l'union des mathématiciens, des physiciens, les astronomes ont leur propre union, et c'est cette union de le faire. Tout ça est sous l'égide de l'UNESCO. Donc il y a des règles très précises qui sont faites et n'écoutons pas les escrocs qui voudraient vous vendre des noms ou proposer je ne sais quel nom farfelu ou quel nom publicitaire. Et les noms. C'est d'ailleurs pour ça que l'Union des astrophysiciens dont je parle, qui est en ce moment rassemblée à Honolulu, s'est mobilisée pour prendre en charge ces noms, pour éviter justement que des entreprises ne prennent le relais. C'est notre tâche faite par l'UNESCO, etc. C'est pas un hasard si on a fait l'ONU, se mettre d'accord. Et simplement, vous savez que dans tous les domaines, il y a toujours des escrocs qui arrivent. Mais c'est à nous de faire le travail. Et il faut jamais se précipiter. Je me souviens les noms qu'on avait donnés aux satellites d'Uranus au moment où on les avait surveillés avec la sonde Voyager. Certains Américains voulaient qu'on donne le nom des cosmonautes qui avaient été tués sur la navette spatiale, etc. Il y avait même une pression de la Maison-Blanche. Et nous avons une règle qui est ne jamais donner un nom très vite. Il faut attendre 3-4 ans, le temps que les choses se calment. Et maintenant, il n'y a plus qu'une pression de la Maison-Blanche pour donner des noms. Donc là aussi, il faut prendre son temps. Marc-Olivier, sur cette question ? Bon, il y a une difficulté aussi, c'est que pour l'instant, pour certaines des planètes, ça ne reste que des candidats dont il faut confirmer la réalité. Et avant de les nommer, il faut déjà vérifier qu'ils existent bel et bien et avoir un peu plus d'informations sur leur réalité effective. Vous travaillez surtout, vous me disiez, sur le climat de ces planètes. Alors non, moi je travaille surtout en fait sur le développement d'instruments pour essayer de caractériser ces environnements planétaires. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait que ces planètes existent, on va essayer de savoir un petit peu de quoi elles sont faites, savoir si elles ont une atmosphère, essayer d'identifier les gaz principaux qui constitueraient cette atmosphère, si elles en ont une, et puis remonter jusqu'à des informations d'ordre physico-chimique. Quelle est la structure de cette atmosphère? Est-ce qu'elle est tenue? Est-ce qu'elle est au contraire extrêmement épaisse? Est-ce qu'on peut avoir une information sur la variation de la température, de la pression avec l'altitude? Est-ce qu'on peut avoir faire une sorte un petit peu de météorologie au premier ordre, savoir un petit peu quel va être l'environnement finalement rencontré, ou les environnements rencontrés à la surface de cette planète si elle existe. Donc c'est vraiment un travail de défrichage de l'information. Et puis on est un peu comme les naturalistes à l'époque où on cherchait à classifier la diversité. On s'aperçoit que finalement notre système solaire il a ses particularités, et quand on regarde toutes les planètes qu'on découvre, il y en a une très très grande diversité, et pour l'aborder on essaye un petit peu de les classer.
Donc, selon quels critères? On observe, on va les classer, par exemple, on peut faire des classements par taille, on peut faire des classements par distance, donc température. Nous, ce qu'on propose, c'est de caractériser la composition atmosphérique, par exemple. Savoir si c'est plutôt une planète géante avec du méthane à la surface ou d'autres gaz, ou au contraire, est-ce que c'est plutôt des planètes un peu plus chaudes avec, pourquoi pas, de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et des choses comme ça. Vraiment faire une classification... oui, un peu en fonction de critères zoologiques. Pierre Brulé, vous qui travaillez donc, je le rappelle, sur des projets d'habitats spatiaux et notamment sur Mars depuis 1999, est-ce que vous êtes est-ce que ces critères dont vient de parler Marc-Olivier comptent dans votre travail? Est-ce que c'est comme ça? C'est avec ces données que vous travaillez? En fait, de manière générale, les études d'architecture nous amènent à ça, c'est-à-dire que un projet n'est intéressant que si on a des contraintes. Donc, pour un bâtiment dans une ville, il y a des contraintes urbanistiques, il y a des choses comme ça. Et plus en fait, on se rend compte, plus on a des contraintes, plus on peut sortir des choses intéressantes. Là, en l'occurrence, la contrainte, ça va être la nature même de la planète. En l'occurrence, j'ai beaucoup travaillé sur Mars avec Olivier. Et donc Olivier là, Walter, votre associé. Voilà, tout à fait. Et donc là, on a une contrainte qui n'est pas neutre, c'est que Mars, on a l'impression, comme elle est rouge, on a l'impression qu'il fait chaud. En fait, il fait extrêmement froid. Il fait moins 50, moins 60 degrés en moyenne. Ça peut même descendre encore jusqu'à en dessous. Moins, oui. Et on peut arriver dans les périodes, on va dire chaudes, on peut être autour de 10 degrés. Donc il y a cet aspect-là. Il y a un autre aspect, c'est la pesanteur, par exemple. Alors c'est intéressant. On a un tiers de gravité terrestre. Alors on se dit, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je dis, il y a des choses très simples. On peut utiliser ces paramètres qui peuvent être considérés comme des défauts, comme des plus, par exemple. Quand on a un tiers de gravité, pour des escaliers, par exemple, on peut faire des marches plus hautes. Donc, c'est-à-dire prendre moins d'espace dans l'habitat, et puis en jouer pour en faire des rangements, par exemple, des choses comme ça. Et pourquoi pas en faire un escalier central pour dégager l'espace sur les côtés. Donc il y a tout un tas de choses. On a une sorte de régolithe, c'est une poussière qui est particulière avec de l'eau. On sait très bien que la Terre en fait est un excellent isolant contre les tempêtes solaires, contre les radiations. Donc on peut utiliser des sacs de régolithe par exemple pour mettre sur l'habitat, ou utiliser des sortes il y a tout un tas d'aspects. On peut utiliser aussi, on trouvera de l'eau aussi sur Mars certainement. Ça on l'a prouvé. On peut utiliser des poches d'eau pour pouvoir se protéger en partie. On peut utiliser notamment pour des contraintes de transport des matériaux gonflables. C'est-à-dire qu'une fois sur Mars, vous avez construit une base martienne gonflable, je me trompe? Alors on a fait un projet qui a été fait aussi en maquette à l'échelle 1,50 avec le Strat College Designer. Donc on travaille avec des écoles d'architecture, des écoles de design, où à travers des plans on réalise des maquettes à l'échelle 1 pour pouvoir visualiser donc un process, et puis c'est surtout aussi pour dire écoutez, regardez, et puis il y a un côté extrêmement communicatif, parce que là on parle à la radio, on a du mal à s'imaginer des fois les choses. On fait des belles images 3D, mais pour moi rien ne vaut la maquette, parce qu'on peut la toucher, on peut l'aborder sous différents angles. Et donc les structures gonflables, le gros avantage c'est que ça prend très peu de place à l'intérieur, et une fois qu'on est sur place, ça se déploie. Et ça durcit au rayon UV, et ça devient une espèce de coque de bateau où vous pouvez ensuite aménager et déployer. On peut gagner deux fois plus d'espace. Donc c'est le côté intéressant. Donc il y a tout un tas d'aspects comme ça. Il y en a d'autres. Donc voilà. Et je pense que l'œil d'un architecte, et je vais finir, un des premiers designers, on va dire industriels, qui était Raymond Lewy, avait à l'époque de Skylab dit écoutez, c'est bien de faire quelque chose dans l'espace autour de la Terre, on va pouvoir travailler, mais il faut un hublot. Et les ingénieurs disaient mais pourquoi un hublot, ça sert à rien. Mais si, il y a un aspect psychologique. Un hublot permet de voir la Terre. Alors, on dit on va pas y arriver, il y a des pressions telles, ça va être fragile, ça peut casser. Il a eu gain de cause, et effectivement ça a apporté un plus psychologique aux astronautes, parce que l'aménagement intérieur, l'architecture martienne, c'est pas penser l'habitat, c'est aussi penser au confort. Parce que les gens qu'on va envoyer là-bas vont pas rester 2 semaines, ils vont rester plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc nous on travaille sur cet aspect-là, par l'architecture, par l'ergonomie,
par l'aménagement et tout ce confort qu'on peut apporter. France Culture, du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet. Peut-on refaire sa vie sur une autre planète ? C'est la question toute simple qu'on se pose ce soir avec Marc Olivier et André Braic, astrophysiciens, et Pierre Brulet, architecte spatial, architecte aérospatial, on peut dire. Donc voilà, donc, si certains particuliers sont prêts à payer, comme on le disait tout à l'heure, pour nommer une exoplanète, d'autres sont prêts à investir beaucoup d'argent pour y bâtir des projets d'entreprise à grande échelle. Récemment, dans la presse, on a pu lire l'histoire de plusieurs milliardaires américains, dont celle de Robert Bigelow, avec ce projet d'hôtel et de station de taxi pour astronautes et pourquoi pas pour des touristes spatiaux à l'avenir. Et la NASA, qu'on aurait pu croire frileuse et sceptique par rapport à cette exploitation de l'espace, encourage plutôt ces initiatives. Vous, André Braic, comment est-ce que vous les considérez ? C'est trop fou ? C'est trop rapide ? C'est toujours amusant, disons, d'avoir des gens qui ont des vues un petit peu visionnaires et autres. Mais c'est pas demain qu'on va s'établir sur une autre planète. Parce qu'il y a effectivement le problème du voyage. Robert Bigelow parle de 2017, lui. Oui, je crois qu'il est très optimiste. Moi, si vous voulez, je fais un pari et nous nous retrouverons le 31 décembre 2017 et nous verrons en quoi le projet a avancé. Mais c'est bien de réfléchir à ces questions-là. Même les idées les plus folles, souvent, conduisent à des projets qui sont merveilleux. Simplement, le problème que nous avons pour l'instant, c'est que ça coûte beaucoup moins cher d'établir un habitat sur un océan, sur Terre, même sur un désert et autres, que dans l'espace où les conditions sont quand même extrêmement difficiles. D'une part, il faut y aller. D'autre part, il faut une sécurité qui soit très grande. D'autre part, les planètes sur lesquelles on pourrait débarquer, leur atmosphère, la gravité, le bombardement cosmique, c'est une difficulté. Alors cela se fera de la même manière que les Romains et les Grecs n'envisageaient pas de se promener dans l'Arctique, dans l'Antarctique, qui 2000 ans plus tard, ça s'est fait. Donc simplement, cette idée que l'homme puisse voyager se fait, simplement ça ne se passera pas comme sur Terre. C'est-à-dire que vous n'irez pas prendre un avion, une fusée pour aller en vacances à un endroit et pour revenir. Probablement que vous aurez une immigration qui se fait. Quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, on n'y retourne pas de sitôt, et puis après on a des immigrants, et les immigrants qui partaient, ils revenaient pas, et ils s'établissaient là-bas. Et ben, si un jour l'homme va ou vers des planètes du système solaire, mais surtout vers d'autres planètes qui seraient autour d'autres étoiles, le voyage se ferait sans retour. Alors après, il s'agirait de s'établir sur place dans de bonnes conditions. Mais dites-vous que le temps ne s'écoule pas de la même manière quand vous êtes sur Terre ou quand vous vous déplacez dans une fusée continuellement accélérée. C'est le fameux paradoxe des jumeaux de Langevin. Autrement dit, vous pouvez faire des voyages qui vont durer pour vous quelques années et sur Terre, il se sera écoulé quelques siècles. Donc l'idée que l'homme puisse partir, je crois qu'elle n'est pas déraisonnable, elle n'est pas pour l'immédiat. L'idée qu'on puisse coloniser d'autres endroits ou rencontrer qu'on puisse y voyager et retourner sur Terre après, ou mais on même n'en y fera vivre. pas un aller-retour. Quand vous avez un objet qui est à 1200 années-lumière, il n'est pas question de faire l'aller-retour, à moins qu'on ait inventé le sérum de longévité, et que l'homme soit devenu immortel, ce qui n'est pas immédiat. Simplement, le fait d'y rêver, c'est important, ça nous montre bien que la Terre n'est pas isolée, que la Terre dépend de ce qui est autour d'elle, que ses conditions de formation, ses conditions d'évolution dépendent de l'environnement autour. Ça évite aussi d'avoir le discours que vous avez au début en disant l'humanité va disparaître dans un siècle. Qui n'est pas mon discours, je le précise. Ce sont des paroles que je rapporte. Je crois au contraire que nous vivons une période extraordinaire, merveilleuse. L'homme n'a jamais vécu aussi longtemps. On n'a jamais fait autant de découvertes. On n'a jamais été aussi bien soigné. Moi, je fais partie de la première génération qui ne soit pas partie à la guerre. Et donc, je lutte contre ces homo tristus qui veulent nous raconter que c'est la crise, c'est épouvantable, alors qu'on n'a jamais été aussi heureux, qu'on n'a jamais fait autant de choses. Donc, donnons un message optimiste. Disons que l'homme est en train de regarder ce qui se passe ailleurs sur Terre, qu'on est en train de comprendre plein de choses, qu'on est en train d'avancer, de faire plein de découvertes. Et arrêtons ces messages pessimistes nous disant qu'on va disparaître et tout, qui sont souvent faits par des gens qui n'ont aucune culture scientifique d'ailleurs. Alors, pour revenir à votre sujet de s'établir dans l'espace, oui, on ira, mais pas tout de suite. Marc Olivier, sur la question de ces projets d'entreprise, comment vous les considérez, vous ? Je les connais pas bien, donc j'ai pas pu creuser le sujet. Robert Bigelow qui voudrait exploiter des entreprises comme Boeing, comme SpaceX, qui peuvent déjà transporter du matériel dans l'espace pour, à terme, transporter des êtres humains pour le voyage, pour du tourisme. Alors pour le tourisme, j'imagine qu'on n'ira pas très très loin, ça restera échappé de quelques dizaines de kilomètres de l'atmosphère, pas plus loin. Moi, je suis pas contre, si ça peut motiver des gens, pourquoi pas. J'ai peut-être juste une condition, c'est de ne pas polluer l'environnement orbital de la Terre, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et une des difficultés de l'orbite terrestre, c'est qu'il commence à y avoir pas mal de monde et pas mal d'objets. Il faut savoir que quand on envoie un satellite, on envoie aussi pas mal de morceaux dans l'espace qui mettent du temps à retomber sur Terre. On parlait de Corot tout à l'heure. Corot n'était pas très très haut.
météo, finalement, c'est un petit Donc satellite. La mission Corot sur laquelle Corot, vous travaillez. Qui était à peu près à 900 km d'altitude et qui, après sa mission scientifique, a été ce qu'on appelle désorbité, c'est-à-dire qu'on a vidé les réservoirs de carburant pour l'amener le plus bas possible. Elle est maintenant à peu près à 450-500 km d'altitude et mettra quand même plusieurs dizaines d'années avant de retomber sur Terre. Donc il faut savoir que dès qu'on envoie des objets dans l'espace, à quelques centaines de kilomètres de la Terre, tout ce qu'on va larguer en cours de route pour s'alléger, pour gagner de la vitesse, eh bien finalement ça doit retomber sur Terre et en attendant que ça tombe, ça continue à tourner. Donc ce sont autant d'objets, d'obstacles à éviter pour tous les gens qui partiront plus tard, et autant de dangers. On a les dangers de la route, on va bientôt avoir les dangers de l'espace. Donc même si on y arrive un jour, la route n'est pas complètement dégagée. Voilà, il faudra juste faire un petit peu attention. Vous, Pierre Brulet, vous avez, depuis que vous avez commencé à travailler en tant qu'architecte, vous vous êtes penché donc sur la vie possible sur Mars et vous avez donc participé à une simulation de vie sur Mars dans le désert de l'Utah aux États-Unis avec la Mars Society. Même si le paysage est un peu similaire dans ce désert, il est très minéral, très sec, il y a pas d'eau, les conditions climatiques sont pas du tout les mêmes. Comme on le disait tout à l'heure, il fait moins 50, moins 60 et parfois encore moins sur Mars. Le désert de l'Utah, lui, est très chaud. Comment ça s'est passé, cette expérience? Effectivement, je pense qu'avant de s'imaginer partir très vite comme ça, conquérir l'espace, parce qu'on n'a tout simplement pas les moyens, et puis il faut être un peu réaliste, nous on travaille sur des systèmes de simulation pour pouvoir habiter sur d'autres planètes. Alors c'est vrai, ce sont des systèmes limités, parce que les moyens sont limités, et qu'on fait ces simulations sur Terre. Alors c'est sûr que la Terre n'est pas Mars, et inversement. Donc, par contre, ce qu'on a fait, c'était en 2006. Donc, il y a une base de simulation dans le désert de l'Utah, qui est financée par la Mars Society, qui est une branche aussi de Planète Mars en France, qui regroupe en fait des scientifiques de tous bords, de la NASA, du CNES, et qui travaillent justement pour préparer la venue de l'homme et de l'habitat sur une autre planète, et là en l'occurrence Mars. Donc comme je disais, ça reste des systèmes extrêmement simples, mais qui ont l'avantage d'être des missions courtes, contrairement à Biosphère 2, qui pour moi avait vu du trop grand et trop long, et on a vu ce que ça a donné. C'était un peu n'importe quoi. Donc on est revenu sur des... Ça a donné quoi justement par rapport à la disons vôtre? que il y a eu, je crois, 2 ou 3 couples. Au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, je crois qu'il y a eu des disputes. Ils n'ont pas respecté les process au niveau de l'alimentation, tout ça. Enfin, ça a été complètement faussé. Et on préfère revenir sur des missions plus courtes. De combien de temps donc? Voilà, en l'occurrence, c'était une mission de 2 semaines, en mission dure. Mais il y a aussi d'autres missions comme Mars 500, qui sont des missions plus petites, qui sont plus... où on va plus étudier le côté psychologique, la nourriture, et qui pour moi sont déjà plus intéressantes. Dans l'occurrence de la mission qu'on a faite dans le désert de l'Utah, on a testé des process de matériel, et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus profitable, notamment par exemple, on avait des moyens limités pour les scaphandres par exemple, on a essayé d'être le plus proche de ce que pourrait être une combinaison martienne, d'un martionaute, et les casques par exemple ont été faits avec des couvercles de poubelle. Donc c'est avec peu de moyens, mais l'effet est là. Notamment au niveau de la combinaison, il faut savoir que sur Mars, une combinaison d'astronaute va peser environ 100 kg. Là, on avait une combinaison qui dépassait pas 20-30 kg, donc on se rapproche de ce que pourrait être la gravité martienne. Par contre, notre poids personnel reste un poids terrestre. Donc voilà. Donc ça reste de la petite expérimentation, mais par exemple, une chose tout simple. Qu'est-ce que ça vous a appris, vous, sur votre travail d'architecte Alors spatial? moi, ce que m'a appris, c'est que les escaliers qui étaient faits sur place, c'était pas du tout bon, c'était extrêmement dangereux. Donc c'est à partir de là que vous avez fait des marches plus hautes? Voilà, c'est-à-dire j'en ai fait avec Olivier Walter, on a fait tout un travail sur de propositions pour les chambres, par exemple, pour qu'elles soient plus ergonomiques, plus confortables, parce qu'on s'est rendu compte que c'était invivable. Il y avait des choses qui étaient mal faites. Et puis avec les scientifiques sur place, par exemple Alain Souchier, on a testé des gants, parce que les gants, faut bien savoir que les gants que vous utilisez, ils ont une épaisseur qui est contraignante pour manipuler des objets, par exemple. Donc on rajoute des petits ergots sur les bouts qui permettent de manipuler ou de prendre des photos, par exemple.
Donc c'est tout ça qu'on teste, c'est tout ça qui je pense, plus tard, dans des missions longues, des missions martiennes, seront utilisées. Une chose toute simple, par exemple, qui coûte rien. Par exemple, ce qu'on a utilisé, par exemple, c'est pour faire des cartographies de falaises ou pour accéder à des cavernes inaccessibles. On a utilisé des perches caméras. On met une webcam, une perche, un ordinateur, ça coûte rien du tout. Et on arrive à faire des cartographies de falaises également, avec très peu de moyens. Alain Souchet a développé un véhicule de reconnaissance de parois. Et bien, ça permet aussi, pareil, de filmer et de voir différentes strates. Ça a coûté 3 fois rien. Et on a une force, nous, en France, c'est que on a peu de moyens, mais on a des idées. Les Américains ont fait le même procédé, mais leur véhicule a coûté $1 million. Voilà. Alors, ça pose la question de la démocratisation justement de l'espace, celle qui est soulevée souvent justement par les Américains. Est-ce que c'est une bonne chose alors qu'on n'a aucune certitude sur l'accueil que peut nous réserver l'espace? Est-ce que le travail des scientifiques, à l'heure où on voit émerger des projets d'entreprises un peu fous comme des hôtels, des stations de taxi et bien d'autres choses, est-ce que le travail des scientifiques des scientifiques ne doit pas maintenant aussi se consacrer à communiquer sur une certaine forme de prudence, ce que vous faites d'ailleurs depuis le début de cette émission, c'est-à-dire attention, pas trop vite. Marc-Olivier. Peut-être. Je crois que dans tout ce genre de projet, il y a une part de folie. Pour faire un projet qui aille jusqu'au bout, il faut un peu de tout. Il faut des gens fous, il faut des gens raisonnables, il faut des gens qui ont de la suite dans les idées, il faut des gens qui ont pas peur de faire l'impossible. Moi, je reste quand même assez circonspect sur l'étendue de ces projets, uniquement en regardant finalement le ciel tous les soirs. L'immensité du ciel et des espaces vides qui nous séparent des étoiles les plus proches, finalement, c'est la principale barrière qui limitera le déplacement de l'homme à court terme ou à moyen terme, et qui peut-être protégera les nouveaux environnements qu'on découvrira et qui nous laissera le temps de les caractériser, de mieux les comprendre. Il y a une analogie qui est assez parlante. Imaginez que le système solaire qu'on connaît actuellement, on le ramène à une pièce de 5 centimes d'euros. Voilà, donc on fait rentrer le système solaire dans 5 centimes d'euros, et ça correspond à peu près à la distance qu'a atteint l'objet le plus lointain envoyé par l'homme, qui doit être, André Brake me contredira peut-être, c'est Pioneer 10 peut-être, qui doit être le plus loin, ou Voyager 2, je ne sais pas qui est-ce qui a gagné la course. Et quand on regarde à cette échelle, l'étoile la plus proche est à 40 mètres. Donc ça veut dire que avant d'aller voir les autres planètes sortir de notre système solaire, il y a encore beaucoup de développement technologique à faire qui, à nous scientifiques, nous laisse un peu de temps pour approfondir le sujet. André Brake, sur cette question du travail de prudence, d'incitation à la prudence que peuvent mener les scientifiques par rapport à ces projets d'entreprise. La prudence, nous en faisons preuve déjà. Quand oui, vous en faites preuve, mais Lune, quand les différentes missions étaient envoyées, on a, décontaminé les sondes parce qu'il n'était pas question d'introduire de la vie, en quelque sorte. Surtout maintenant qu'on sait qu'il y a des extrémophiles, qu'il y a des organismes vivants qui peuvent vivre dans des conditions extrêmes. Il n'est pas question d'apporter de la vie pour 20 ans plus tard dire qu'on a découvert la vie là-bas, mais en fait, vie qu'on aurait apportée. Donc, les sondes sont traitées de telle manière qu'il ne puisse pas y avoir de pollution sur ce qu'on envoie. Mais pour l'instant, même ces projets de taxi et autres, c'est pour la proche banlieue. Il n'est pas question d'aller sur une planète proche ou sur des satellites, des planètes externes, etc. Pour l'instant, seuls les États ont le moyen. Même un État tout seul a des difficultés. Il faut que plusieurs États soient ensemble. Donc tous ces projets privés sont uniquement pour l'environnement immédiat de la Terre. Donc il n'y a aucun danger pour l'instant. Et quand on ira, ce à quoi on est très soucieux, c'est que tout cet espace, qu'il s'agisse de Mars, de Jupiter, Vénus et autres, reste, un trésor pour l'humanité. Il n'est pas question de coloniser différentes parties. Regardez, en ce moment, la Chine a lancé des satellites sur la Lune. Il y a même des gens qui ont l'idée qu'on puisse coloniser un coin de la Lune comme les puissances occidentales colonisaient des pays dans les siècles passés. On tient que l'Antarctique demeure la propriété de toute l'humanité. Il serait bon que l'Arctique ce soit la même chose, même si actuellement les aspects politiques ne vont pas dans le bon sens. Nous tenons à ce qu'on ne colonise pas une partie
sortie de Mars, de la Lune ou autre. Mais pour l'instant, personne n'en a vraiment les moyens. Mais il faudrait préparer le terrain pour le jour où on aura les moyens, les choses se passent bien, si possible. Pierre Brulé. Je suis tout à fait d'accord avec vous, André Braic. Et de toute façon, le voyage en dehors de notre système solaire, pour moi, ça reste pour l'instant du domaine de l'utopie. Par contre, le voyage sur Mars reste pour moi une possibilité dans un futur proche. Et effectivement, il faudra faire bien attention de ce qu'on va réaliser là-bas et pas faire n'importe quoi. Alors je pensais à un truc qui est marrant. On parlait tout à l'heure de trouver de la vie sur d'autres planètes. Je me faisais la petite réflexion il y a quelques années. Je me disais, mais quand on sera là-bas, effectivement, on aura peut-être un début de colonisation, quelques groupes d'humains, des familles, et il y aura des enfants qui naîtront là-bas. Et les enfants qui naîtront sur Mars, ce seront des Martiens. Et donc, nous aurons le premier extraterrestre. Donc, je trouve l'idée un petit peu marrante. Mais voilà, on tient peut-être notre extraterrestre, mais il faudra attendre quelques dizaines d'années. Tiens, d'ailleurs, vous n'avez pas été sollicité, Pierre Brulé, pour collaborer à Mars One, ce projet qui consiste à envoyer des hommes, des candidats. Il y en a eu 200 000, maintenant il y en a 40 pour aller habiter sur Mars. C'est un aller sans retour. Vous n'avez pas été sollicité pour ce projet ? Si, j'avais été invité donc chez vous à la Radio France il y a 2 ans, je crois. Et puis il y avait quelqu'un de chez vous, Florence Porcel, qui avait été candidate. Moi, je trouve ça pas très sérieux, sincèrement. Partir comme ça et puis dire après vous débrouillez, vous avez une espérance de vie de quelques semaines. Ok, partir là-bas, mais se donner les moyens ensuite pour se développer et survivre. Là, je suis d'accord, mais dans les moyens technologiques actuels, c'est pas possible. Mais là, c'est carrément du suicide. Et là, je suis extrêmement contre. Le seul candidat français au projet, Jérémy Saget, a déclaré dans la presse: il faut sortir du berceau, quitter le nid. Croyez-vous que Christophe Colomb ait demandé quand et par quelle route il allait revenir ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Marc Olivier ? Je ne suis pas sûr que Christophe Colomb était convaincu qu'il ne rentrait pas. La différence, elle est là. Donc là, je crois que les gens qui partiront sauront qu'ils n'ont aucune chance de retour et que le retour n'est pas prévu. Comment expliquez-vous que l'engouement soit toujours là ? Il y a eu quand même 200 000 candidats, 40 maintenant, encore, partout dans le monde. L'attrait de la découverte. Il y a un travail de prévention, il y a un travail didactique qui n'est pas fait à ce niveau-là par rapport aux initiateurs du projet ? Je crois qu'on ne peut pas empêcher les gens de rêver. On ne peut pas empêcher les gens d'avoir envie de grands espaces, de nouveautés, de laisser leur nom dans l'histoire ou que sais-je, quelle est leur motivation. Bon, il faut que le rôle des scientifiques, c'est de donner un avis éclairé et que les gens qui s'engagent à ce genre de démarche sachent exactement dans quelles conditions ils vont partir et ne pas rentrer. Donc à partir du moment où les choses sont claires, là après, on peut pas empêcher les gens de monter dans une fusée et de partir. Personnellement, moi, c'est un choix que je ne ferai pas. Mais moi, je pense qu'il y a un aspect philosophique qui est extrêmement important. Rappelez-vous quand Armstrong a marché sur la Lune. Il faut se rappeler quand même de l'impact psychologique que ça a eu chez les gens. Et je pense que l'humanité a besoin d'un nouveau souffle. Quand on voit, excusez-moi l'expression, dans la merde qu'on est, les gens vont dire, ouais, mais on met de l'argent dans l'espace, alors que les gens meurent de faim, de soif. Quand on voit le budget de l'armée et de l'armée américaine, par exemple, je crois qu'il est 10 fois supérieur au budget spatial, voire plus. Je veux dire, c'est rien. Donc moi je pense il y a des choses à faire. C'est vrai qu'on est encore dans l'utopie pour les voyages lointains, mais je pense sur 30-40 ans, on a les moyens d'aller sur Mars et d'une première mission habitée, pour moi, c'est tout à fait jouable. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir. Peut-on refaire sa vie sur une autre planète ? On a tenté d'y répondre avec les astrophysiciens André Braic et Marc Olivier et avec l'architecte Pierre Brulé. Je signale que votre livre, Pierre Brulé, Entre la Terre et Mars, votre carnet de voyage dans le désert de l'Utah, coécrit et dessiné avec votre associé Olivier Walter, est disponible aux éditions À la mesure des mots. André Braic, vous, on peut aussi vous réécouter dans un grand entretien avec vous par Aurélie Luneau demain sur France Culture à 11h. Et puis nous, on se retrouve lundi autour d'une toute autre question. Migrants, les États se sentent-ils concernés ? Un dernier mot, André ? Juste, on vient de sortir un livre coécrit par plusieurs scientifiques, Embarquement pour Mars, et il y a une nouvelle édition expansée qui sortira au mois d'octobre. C'est dit. Bonne soirée à tous et à lundi.